Monsieur Si, pourquoi le langage est une manifestation culturelle? Voilà. Merci beaucoup, Madame Badiane. Merci beaucoup, chers élèves, chers candidats, à qui je souhaite un plein succès au bac. Merci beaucoup, le panel avec qui je partage la table, un sommité de professeurs de philosophie, dont je suis véritablement le néophyte le moins doté. Je salue aussi la présence du directeur qui nous honore. Madame Badiane, pour venir à votre question, je dis que le langage est un fait culturel, en ce sens que, comme l'avait dit tout à l'heure M. Sanusi Ba, que la culture, c'est tout ce qui nous reste après que nous avons tout perdu. Alors, si la culture définit essentiellement l'homme, alors il y a dans cette culture un fait non négligeable qu'on appelle le langage. Le langage, donc, il est essentiellement important et constitue l'un des piliers qui garantit la cohésion et l'harmonie du groupe social. Au IIIe siècle, déjà avant Jésus-Christ, Aristote définissait l'homme comme étant un zoon politikon, c'est-à-dire un animal social, un animal politique. Autrement dit, l'homme est un être dont la vie n'est possible qu'au sein de la société. Mais il avait précisé que ce n'était pas seulement la sociabilité qui définissait l'homme, mais il était seul parmi les animaux à posséder le langage. Autrement dit, l'homme est le seul être à avoir la capacité de faire usage de sa parole et de manifester à travers elle sa raisonnabilité et sa moralité. Descartes aussi avait abordé dans le même sens, dans le discours de la méthode, en disant que, aussi hébété et stupide soit-il, l'homme est le seul être doté de parole. Claude Lévi-Strauss va renchérir en disant que l'homme est un homo locutus, c'est-à-dire l'homme est un être qui parle. Alors si tel est le cas, le langage de convention n'appartient qu'à l'homme, nous dit Rousseau. Cela nous permet de dire que l'homme ici ne saurait se définir sans sa capacité à faire usage de la parole. Donc la parole ici, qui est le langage, est donc une aptitude naturelle et intentionnelle grâce à laquelle les hommes communiquent en faisant usage à des signes vocaux, gestuels, graphiques, sonores, visuels, etc. Alors, cela veut dire tout simplement que, comme l'a dit André Lalande, le langage est tout système de signes permettant de communiquer. Alors, le travail donc, ici autant pour moi, le langage est essentiellement ces piliers-là qui insèrent l'homme dans la vie sociale, en ce sens qu'il permet les échanges sociaux, il garantit la cohésion et l'harmonie du groupe social, donc l'homme ne pourrait se définir sans l'usage du langage. Voilà. Merci beaucoup, M. Si. Merci, M. Si. Quelle est la différence entre le langage, la langue et la parole? C'est trois concepts. Le langage, la langue et la parole. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que le langage, d'abord, il faut retenir que le langage est naturel. Tous les hommes du monde disposent de la capacité de faire usage du langage. Mais la langue, tout à l'heure, on l'a dit tantôt dans l'Assemblée, dans l'assistance, que la langue est culturelle. Le langage est naturel. Et c'est la raison pour laquelle c'est une aptitude naturelle et intentionnelle, grâce à laquelle des hommes communiquent en faisant usage à des signes vocaux, gestuels, graphiques, sonores, etc. Mais la langue est l'actualisation du langage. La langue, donc, est ici un support collectif. La langue est un ensemble de syntaxe et de lexique dont fait usage une communauté pour communiquer. N'est-ce pas? Donc, la langue, ici, elle est commune à une communauté. On a la langue sérère, la langue toucouleur, la langue diola, la langue japonaise, la langue chinoise, etc. Non, on a des dialectes sérères, pas des langues sérères. Alors, vous voyez, donc ici, ça appartient à une communauté. Et c'est un support collectif. Tandis que maintenant, la parole est un support individuel.
La parole appartient à l'individu. Si dans l'assistance nous sommes 100 personnes, sachez que nous avons 100 paroles différentes. Absolument. La parole, c'est l'actualisation de la langue. La parole donc est la manifestation de la volonté et de l'intelligence grâce à laquelle l'homme communique avec son semblable. Ça, c'est la parole. Donc, la parole est individuelle, la langue est communautaire et le langage est tout simplement humanitaire. Ouais, c'est tous les hommes du monde, de l'univers, qui disposent du langage. Et la langue est relative à des communautés ethniques, comme les Sérères, les Diola, les Peuls, les Toucouleurs, les Français, etc. Et la parole, c'est ce qui m'appartient à moi. D'accord? C'est ce qui me permet de manifester alors ma volonté, c'est-à-dire c'est un acte de l'intelligence et de la volonté à travers lequel j'exprime mes besoins pour m'insérer dans une communauté, pour me faire comprendre. Merci beaucoup, M. Sy. Ouais, merci beaucoup. Il vient de nous expliquer la différence entre langage, langue et parole. Merci, M. Sy. M. Sy, arrivons-nous à dire exactement ce que nous pensons? Voilà, donc ça c'est la question relative maintenant au rapport qu'entretient la pensée et le langage. Ici nous voyons que souvent la langue trahit ou bien traduit nos pensées. C'est-à-dire, il y a une première réponse qui dit que la langue ou bien la parole, le langage nous permet d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Dans ce cas, le langage est considéré comme étant ce miroir qui reflète entièrement le fond de nos pensées et de nos sentiments. Donc, il n'y a pas de choses qu'on peut penser ou bien de choses qu'on peut sentir sans avoir la possibilité de les exprimer par les mots. Autrement dit, les mots nous permettent d'extérioriser le fond de notre pensée ou bien le fond de nos sentiments. D'accord? Ça, c'est le fait que donc, le langage traduit nos pensées et nos sentiments. Il n'y a pas de pensée qui ne peut pas être exprimée à travers des mots. Et ça, c'est l'idée aussi de Hegel, qui dit qu'une pensée qu'on ne peut pas exprimer à travers des mots est tout simplement une pensée à l'état de fermentation qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Autrement dit, c'est le mot qui donne à la pensée son existence la plus vraie et son existence la plus vraie et sa... Je me trompe. Hegel dit ici que c'est le mot qui donne à la pensée son existence la plus haute et sa signification la plus vraie. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ici, il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas dire. Mais, alors, il y a maintenant l'antithèse, la thèse adverse qui est soutenue par Bergson, qui considère qu'il y a l'essentiel de ce que nous pensons et de ce que nous sentons ne peut pas faire l'objet d'une expression langagère. Autrement dit, le langage est tellement insuffisant, est tellement pauvre et impuissant qu'il ne peut pas nous permettre de dire tout ce que nous pensons ou bien tout ce que nous sentons. Et c'est cela qu'il appelle l'indicible ou bien l'ineffable. Donc, les mots ne nous permettent pas, en général, de dire ce que nous voulons dire. Et c'est là où le garçon peut dire à la jeune fille, j'aurais souhaité avoir, ou bien j'aurais souhaité disposer du vocabulaire français pour pouvoir t'exprimer le fond de mes sentiments, pour te dire comment et combien je t'aime. De ce fait, le langage, de ce fait, les mots sont des armes donc. Les mots sont des armes. Sont des armes, bien sûr. Les mots sont des armes. Les mots sont des armes avec lesquelles on peut se servir, dont on peut se servir pour tout simplement exprimer notre volonté, notre intention, et c'est pour aussi conquérir ce dont nous avons besoin. Donc nous pouvons alors terrasser notre adversaire avec le langage. Nous pouvons aussi tout simplement faire tomber la vie sous le charme de notre expression langagère, de notre éloquence, avec la théorie, la rhétorique. Et vous voyez, comme ça se faisait avec Gorgias, d'accord, avec Calliclès, avec Prodicos, d'accord, dans la Grèce antique, il enseignait même le beau discours. Il enseignait le beau discours à deux de cheval, d'accord, pour tout simplement montrer la capacité que nous pouvons avoir si nous faisons usage du langage. Très bien. Et de la belle expression. Merci beaucoup, M. Sy. Nous allons revenir vers